un jeune, nul n'est parfait. Je m'exprime ce soir, un mois avant une élection capitale. Une élection capitale parce que c'est pas juste une histoire d'ambition, de petites querelles de personnes comme on peut le voir ces derniers temps. C'est un vote capital parce qu'il répond à une question absolument fondamentale. On se la pose tous cette question. À quoi voulons-nous que Montluçon ressemble en 2020, dans 6 ans? Le candidat sortant rêve de transformer la ville en une gigantesque vitrine d'agence bancaire, en un vaste supermarché. Nous disons non. Montluçon n'a pas vocation à devenir un vaste supermarché. Montluçon a grandi avec l'industrie, il faut se le rappeler. Où se trouve la rue des usines? J'ai déjà entendu là. À Montluçon. Où se trouve la rue des forges? À Montluçon. Où se trouve la rue de l'industrie? À Montluçon. Et ça, c'est pas un hasard. Parce que quand on parcourt toute cette ville, quand on la parcourt, on tombe sur la rue des Fondeurs, la rue de la Glacerie, la place de la Poterie. On se rend compte que l'histoire de cette ville, c'est pas le faire savoir, c'est le savoir-faire. C'est les métiers qui ont fait cette ville. Nous, c'est fondamental, nous voulons mettre au cœur de notre projet le produire montluçonnais. Ce que certains appellent au niveau national le Made in France, nous le déclinons au niveau local, nous voulons remettre à l'honneur le Made in Montluçon. Renouer le fil de l'histoire. Parce que, en fin de compte, personne ne le sait, enfin très peu de gens le savent. Qui sait qu'à Montluçon se trouve la plus grande entreprise d'insertion d'Auvergne? Personne. Qui sait qu'à Montluçon on fabrique les compteurs intelligents de demain? Personne. Ah si, apparemment il y en a qui savent. Mais qui sait par exemple que dans le fioul domestique qu'on va utiliser cet hiver, l'ensemble des colorants sont fabriqués par des entreprises montluçonnaises? Personne. Ce savoir-faire industriel, il n'est pas valorisé. Alors on va être sérieux, on va être digne, on va être grave, parce que l'emploi, l'économie sont des sujets importants, sont des sujets graves. Depuis 1 an, chaque jeudi, je prends mon bâton de terrain et je me rends dans une entreprise. Je me suis rendu à Landis, à Dunlop, à Alchem. Voilà, la chimie, ils n'aiment pas trop ce côté-là. Je me suis rendu dans 60 entreprises, j'ai rencontré 60 patrons et autant, voire plus de syndicalistes. Et c'est impressionnant que vous voyez des gens qui travaillent dans le BTP ou des gens qui travaillent dans l'industrie, que vous voyez des patrons ou des syndicalistes, des vieilles familles montluçonnaises ou des jeunes entrepreneurs, ils vous disent tous la même chose. Ça suffit le mépris. Ils disent ça suffit le mépris. Ça suffit le désintérêt qu'on nous porte, ça suffit la négligence. Alors, il faut qu'on se pose cette question, c'est il n'y aura pas d'avenir à Montluçon s'il n'y a pas un avenir pour ses producteurs. Ça, je le dis, je le répète. Il y a 3 questions simples. Quels sont nos atouts? Quelles sont nos contraintes? Et surtout, quelles sont nos opportunités? L'atout, quand on a fait cette réflexion collective engagée depuis 1 an, il est apparu évident, bien entendu. Pas besoin de le répéter, c'est notre tissu de PME industrielles. Et nos PME industrielles, elles ont tout pour réussir. Elles ont absolument tous les atouts, à condition qu'on leur permette d'accéder au marché des éco-industries. Là, pas de faux discours, pas de fausses promesses. On ne va rien inventer, on va développer l'existant. On va encourager la filière recyclage avec la création d'une recyclerie. On va développer la production de matériaux pour l'isolation thermique. On va se battre pour les compteurs intelligents. On ne va pas avoir un petit éco-pôle à Maupertuis comme ça se produit en ce moment. On n'a qu'une seule entreprise installée depuis 6 ans. Ça, c'est dramatique. Il y a des atouts, mais aussi des contraintes. Les contraintes, on les connaît. La contrainte, Montluçon est une ville qui vieillit. C'est, je le dis, une fierté. C'est une responsabilité. Et c'est aussi une opportunité. C'est une fierté d'avoir une ville qui vieillit parce qu'on se dit que nos anciens choisissent Montluçon pour passer leur vieux jour. Et ça fait plaisir. C'est une responsabilité aussi parce que quand on regarde un petit peu les courbes démographiques, on a 30% de la population montluçonnaise qui a moins de 30 ans. Comment est-ce qu'on fait coopérer avec des emplois de service aux seniors les générations? Ça, c'est une question fondamentale.
On est convaincu aussi que c'est une opportunité, parce que le vieillissement, c'est une source d'emploi. Les services aux seniors, on veut les adosser à un pôle gérontologie de l'hôpital, on veut trouver des débouchés commerciaux dans l'imagerie médicale, la téléassistance, la domotique. Bref, on veut faire de Montluçon une vitrine pour la qualité de vie des seniors, qui offrira les possibilités de reconversion pour notre industrie. Ça s'est fait dans d'autres bassins, pourquoi ça ne se ferait pas à Montluçon? Et puis il y a une opportunité. Cette opportunité est un peu futuriste, un peu mystérieuse, un peu immatérielle, mais pourtant elle existe, elle est là, elle est à notre porte. Peu le savent, mais l'Auvergne est déjà en avance dans ce qu'on appelle la révolution numérique. Oh là là, c'est quoi la révolution numérique? Eh bien, tout simplement, en 2017, il y aura certains quartiers de Montluçon qui seront mieux équipés en fibre optique que certains quartiers de région parisienne. Et ça, il faut en profiter. L'Auvergne, la région Auvergne le fait. Nous devons transformer cette opportunité en source d'emploi. Il y a des villes d'Auvergne qui se sont déjà engagées là-dedans, dans le télétravail. Nous devons les inciter à quitter leurs sièges sociaux et à ramener, c'est très important, des fonctions de cadres, de chercheurs vers nos usines montluçonnaises. Je pense notamment à la SAGEM et à l'Inde. Voilà, vous l'aurez compris, les trois directions vers lesquelles on veut s'orienter, ces trois axes. Alors, bon, ces trois axes, ce sont des prévisions, on a envie de faire avancer notre ville. Néanmoins, moi j'ai toujours en mémoire cette citation de Mark Twain. Mark Twain, l'auteur américain, qui disait « Il y a trois types de mensonges. Les petits mensonges, les gros mensonges et les prévisions économiques. » Et bien nous, on fait attention à ça. Parce que certains ont tellement menti que les Montluçonnais sont devenus fatalistes. Ils ont en mémoire le fameux pôle magnésium. Vous avez en mémoire le fameux pôle magnésium en 2008 ? Non. Les 600 emplois qui devraient être créés à la SATEL, téléopératrice. On les a pas vus. Bref, toutes ces promesses, toutes ces rodomontades, c'est sympathique, mais en l'absence de résultats, les Montluçonnais ont fini par se résigner et se dire que la politique ne peut plus rien pour l'emploi. Eh bien, j'ai envie de vous dire, j'ai 25 ans, je suis ni dans le camp des fatalistes, ni dans le camp des résignés. Alors on va arrêter de se raconter des histoires. Le premier employeur de ce bassin, l'un des premiers, c'est la mairie de Montluçon. On pourrait rien faire pour l'emploi? C'est 26 millions de marchés publics chaque année. On pourrait rien faire pour l'emploi? Arrêtons de nous raconter des histoires. 75% de l'investissement public, ce sont les collectivités locales. On ne pourrait rien faire pour l'investissement, on ne pourrait rien faire pour l'économie. Arrêtons. On peut se dire que l'économie ne se change pas par décret, elle ne se change pas par arrêté municipal, mais on a le devoir et on a le pouvoir de créer un écosystème favorable à l'emploi. On va laisser à d'autres le soin de faire des grandes promesses bâties sur du sable, et moi je vais vous expliquer concrètement ce qu'on a voulu faire avec notre équipe. On a voulu équiper Montluçon de 7 outils fondamentaux, 7 outils concrets, qui accompagneront les entreprises, les entrepreneurs, les producteurs, les ouvriers, les commerçants, les artisans, tout au long de leur existence. On est une terre de producteurs, d'ouvriers, d'artisans, je le répète. On a les meilleurs lycées techniques d'Auvergne. Nous présentons chaque année près du quart des candidats au concours régional de meilleurs apprentis de France. Mais nous sommes la dernière ville d'Auvergne à ne pas avoir de campus universitaire décentralisé de l'Université d'Auvergne. Ça fait 20 ans que Vichy en a un. Qu'est-ce qu'on attend pour bouger? Un campus de 300 étudiants, un petit campus, c'est 5 millions d'euros de pouvoir d'achat injectés dans l'économie. Qu'est-ce qu'on attend? Les jeunes talents formés à l'IUT et dans nos lycées professionnels, ils doivent être détectés, ils doivent être incités à créer leur entreprise avec un incubateur d'entreprise que l'on veut lancer. On ne doit pas se résigner à former des jeunes pour qu'ils quittent Montluçon, même s'ils doivent aller pas très loin, à Vichy ou à Clermont. Et puis il faut penser aux jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université. Et pour ça, il faudra impérativement mettre en place, dès les premiers jours du mandat de Frédéric Cotte, un plan d'aide au recrutement en emploi d'avenir qui permettra de les qualifier dans les 3 filières que j'ai évoquées, développement durable, services aux seniors et économie numérique. Et puis, bon, il y a les jeunes entrepreneurs, il y a aussi les moins jeunes entrepreneurs à qui doivent s'adresser en ce moment. On est la seule ville d'Auvergne à ne pas avoir d'agence de développement économique. Il y a 4 actuellement, vous écoutez, 4 salariés au service économie de l'agglomération. 4 salariés pour un bassin de 60 000 habitants.
C'est pas normal. On mettra en place une véritable agence de développement économique, parce qu'il n'est pas normal que les entrepreneurs, les ouvriers, les producteurs n'aient aucun interlocuteur du côté des pouvoirs publics. Et puis, il y a le financement des projets, c'est sympathique, mais il faut mettre en place une banque publique locale d'investissement. Je dis ça pas par hasard, mais on a ce paradoxe à Montluçon, c'est que d'un côté, on a un taux de pauvreté de 25%, et de l'autre côté, on est la ville d'Auvergne qui épargne le plus d'argent. Et quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Donc, nous avons l'intention de créer un emprunt public afin de réorienter cette épargne qui dort dans nos banques de la place montluçonnaise. Une fois l'entreprise créée, il faudra surtout qu'elle se développe. Et là, la première des urgences, je le redis, je le répète, c'est de produire montluçonnais, made in Montluçon. La première des nécessités, c'est que nos impôts, servent à embaucher localement et à produire localement. Pendant les 6 prochaines années, et si vous devez retenir une seule proposition de tout notre programme économique, c'est bien celle-là, nous garantirons aux PME du bassin la priorité sur les marchés publics. Nous voulons insérer dans chaque marché public d'une valeur de moins de 5 millions d'euros pour les travaux une clause de préférence locale. J'insiste là-dessus parce que sans ça, notre PME, notre écosystème de PME est voué à l'extinction si on ne décide pas un moment de réorienter les marchés publics vers les PME. Et puis pour accompagner plus spécifiquement les entreprises du BTP et des métiers du développement durable, on lancera un grand plan de rénovation thermique avec une société publique locale qui sera tout spécialement faite pour assurer la maîtrise d'ouvrage et s'assurer que la sous-traitance des chantiers profite en priorité aux entreprises montluçonnaises. Vous l'avez vu, 3 axes pour mener Montluçon, 7 outils pour y parvenir. On a une feuille de route. Il manque maintenant plus que la boussole. Et la boussole, il n'y en a qu'une. Elle n'indique qu'une seule direction, qu'une seule priorité, qu'un seul objectif, c'est l'emploi. C'est fondamental. Il y a plus de chômeurs de moins de 25 ans sur notre bassin qu'il y a d'élèves qui passeront leur bac pro dans tout le département de l'année. Gardons en tête ce chiffre. Il y a plus de demandeurs d'emploi sur notre bassin qu'il n'y a d'habitants à Doméran. Gardons en tête ce chiffre. Leur avenir dépend de nos solutions pour l'économie. Et j'espère que ce soir, ces solutions vous ont convaincu. Je vous remercie beaucoup. Je vais passer la parole à quelqu'un qui est le père, un des pères de ce programme, et qui va peut-être être père ce soir. Félicitations à ça. Merci. Avant de commencer, ceux qui sont au fond, si vous souhaitez vous asseoir, allez-y. Alors, peut-être, on vous a annoncé que je devais vous parler de la ville, de l'urbanisme, de l'aménagement de Montluçon. C'est pas très sexy comme ça. Alors, je me suis dit que j'allais vous parler avant tout d'amour. Alors, pourquoi vous parler d'amour? D'abord, j'ai commencé à écrire à la Saint-Valentin, c'était une bonne idée. Ensuite, j'ai grandi ici. Je suis arrivé à l'âge de 2 ans. Je suis parti pour mes études, pour travailler. Et puis, j'ai même fait un tour du monde et je suis revenu ici, à Montluçon, m'y installer avec ma famille. J'y suis revenu parce que j'y suis attaché. Et je sais qu'il y a des atouts ici pour réussir avec vous. Alors ce soir, je voudrais que vous vous souveniez de votre premier amour. En fait, votre premier amour, non en fait, parce que peut-être tout le monde ici est amoureux dans cette salle. Et puis si vous ne l'êtes pas, profitez de la soirée. Nicolas, tu laisseras ton portable. Donc, rappelez-vous, ce premier amour, ou cet amour, vous avez, quel que soit votre âge, vous avez tous en vous ces sensations, votre cœur qui bat fort, votre sang qui tape dans vos veines, une sensation de plénitude, d'espoir qui vous envahit. Cette force qui vous permet d'avancer chaque jour. Alors, on me dirait, quel rapport avec l'aménagement de la ville? Eh bien, première chose, je pense qu'on est tous amoureux de cette ville. Et à ce titre, je veux le dire ici, je refuse que cette ville soit uniquement accompagnée vers son déclin avec des vieilles recettes dépassées. Je refuse de
voir cette ville aujourd'hui avec des services de plus en plus éloignés des besoins de proximité. Je refuse de voir cette ville avec des quartiers de moins en moins en lien et séparés par des coupures urbaines. Je refuse de voir cette ville avec des friches qu'on laisse à l'abandon, un peu partout, dans la ville, comme des verrues. Je refuse de voir des aménagements dans des zones polluées ou à risque, sans prise en compte de la santé et de la protection des Molusonnais. Et puis, je refuse de voir cette ville simplement transformée en un centre commercial géant pour des habitants qui ne sont plus que des consommateurs. Alors je vous le dis, le maire UMP actuel, il n'a jamais eu de projet urbain pour Montluçon. Il s'est contenté de juxtaposer des équipements à coup d'opportunité. Et pour l'avenir, à un mois des élections, il n'en a pas fait une seule de proposition concrète de Montluçonnais. Perte de population, vieillissement, taux de chômage en augmentation. Je vous dis franchement, le maire UMP actuel, il n'a pas d'autre programme qu'un accompagnement de fin de vie pour Montluçon. Alors avec Frédéric Cotte, avec les policiers de Montluçon, votre ville, nous ne nous y résignons pas. Moi je veux que cette ville, justement, elle soit comme quand nous sommes amoureux. Je veux revoir battre le cœur de cette ville, que nous l'aimions, que nous, Montluçonnais, nous l'aimions, que nous la fassions aimer autour de nous, à l'extérieur, que les visiteurs repartent d'ici en disant « j'ai aimé Montluçon ». Parce que, comme disait Aristote, les hommes, ils se rassemblent dans les villes pour y vivre, mais ils y restent ensemble pour jouir de la vie. Alors comment on va s'y prendre pour ça? Comment on va faire pour redonner ce cœur battant et ce nouveau souffle? Eh bien, comme pour l'ensemble du programme, comme vous l'a un peu expliqué Nicolas sur l'économie, nous ne faisons pas des promesses en l'air à grands coups d'annonces. Nous ne sommes pas là non plus à genoux dans l'attente d'un mirage ou d'une manne céleste qui nous tomberait dessus. On parle de l'existant, des atouts de la ville. On en fait des nouvelles forces, des axes de dynamisme au centre d'un vrai projet urbain, puisque c'est le sujet que je traite ce soir. Alors comment faire rebattre ce cœur de ville? Montluçon, on a la chance d'être traversé par le Cher, du nord au sud. Nous disposons aussi de 2 centres-villes, un boulevard de Courtet, un sur l'avenue de la République. Et bien de ces éléments épars, de ces éléments séparés, nous allons faire un tout unique, capable d'apporter à la fois renouveau urbain et économique. Vous l'aurez compris, l'aménagement du Cher constitue le cœur de notre projet d'aménagement pour Montluçon. Permettez-moi d'y arrêter de façon un peu plus détaillée. Quels objectifs poursuivons-nous avec ce projet? Il y en a 4. Premier objectif, tout d'abord, il s'agit bien évidemment de relier la ville à sa rivière. Vous avez qu'à regarder actuellement des berges de ciment, un lit éloigné de la voirie, des trottoirs surélevés, des espaces soi-disant aménagés et dont pour le moins l'entretien laisse à désirer. Vous allez derrière la Tanor pour voir. Le Cher s'est vécu comme une barrière aujourd'hui, comme une menace dont il faut se préserver. Nous devons au contraire en faire un atout pour cette ville. Deuxième objectif, comme je vous l'ai dit, recréer un vrai cœur-ville. Un centre-ville qui ira véritablement, un seul centre-ville qui ira véritablement de la mairie jusqu'au bout de l'avenue de la République. L'aménagement du Cher créera un espace de liaison entre la vieille ville, le boulevard de Courtet et la totalité de l'avenue de la République. Troisième objectif, proposer des nouveaux espaces publics conviviaux. En reliant la ville à la rivière, nous souhaitons faire du Cher un lieu vraiment où les Montluçonnais se rencontrent, où on vient se promener, où on passe du temps avec ses amis et avec sa famille. Quatrième objectif, et je l'ai volontairement mis en dernier pour bien montrer que ce n'est pas la priorité de cet aménagement, assurer une liaison verte pour les piétons et vélos à travers la ville et l'agglomération de la Sainte-Anne à Saint-Victor. Quelques éléments concrets quand même sur cet aménagement, pour que vous compreniez bien que c'est à la fois impossible, mais c'est aussi quelque chose sur lequel nous avons travaillé concrètement. Vous avez quelques visuels qui passent derrière moi. Nous sommes prêts demain à lancer ce projet. La balade, dans sa totalité, ira d'un bout à l'autre de la commune. Tantôt en rive gauche, tantôt en rive droite, selon les possibilités. D'ailleurs, il y a déjà beaucoup de tronçons qui existent. Ils ne sont pas reliés, ils nécessitent simplement des traitements paysagers. Et dans la partie centrale, c'est là où il y aura les aménagements véritables, le carré du Cher, entre le pont Saint-Pierre et le pont du Châtelet, sur cet espace, 2 rives, les 2 rives auront un aménagement. En rive droite, côté boulevard de Courtet, nous descendons vers le lieu de la rivière pour rentrer en contact avec l'eau. Côté du Gosé, nous réaliserons une passerelle en surplomb de la rivière, ouvrant un balcon sur le Cher. Et dans cette même partie, nous imaginerons 2 places, vertes et aériennes,
une sur la place des Trois Aillards, côté du Gauzet, pardon, et l'autre sur l'espace qui porte actuellement le bâtiment de l'ancienne gare routière, en rive droite. Ce sera des nouvelles places publiques en liaison avec le Cher, puisqu'à chaque fois, des accès vers la rivière seront aménagés. Vous y trouverez là des kiosques, des terrains de pétanque, des jeux pour enfants, des espaces de loisirs. Enfin, je voulais vous préciser que ces aménagements, en contact avec la rivière, seront bien évidemment submersibles en cas de crue et seront tout simplement recouverts et ensuite tout simplement nettoyés pour rentrer en service. Ce projet d'aménagement du Cher, c'est bien au-delà d'une simple voie verte. J'insiste là-dessus. C'est lui qui va permettre de faire battre le cœur de cette ville, de lui redonner de l'élan, comme vous quand vous êtes amoureux, justement. Mais ce n'est pas suffisant. Le cœur qui bat, il doit irriguer la ville. Il doit aussi accueillir la ville. Tous nos projets d'urbanisme y sont reliés. Côté de la vieille ville, d'abord, nous allons réaliser un marché couvert en liaison entre le Cher, le boulevard et la vieille ville. Nous n'avons pas encore tranché sur son implantation exacte. Je ne vais pas vous donner ce soir les coordonnées GPS du futur marché couvert. Ce n'est pas l'objectif. Nous souhaitons simplement que ce projet se fasse dans la concertation avec les Molusseux, les riverains et surtout les commerçants. Car il ne s'agit pas justement de faire un énième centre commercial à la méthode du maire EMP. Il s'agit au contraire d'offrir un lieu de circulation dans la ville qui dirige vers l'ensemble des commerces existants et vers l'ensemble du commerce de proximité. Dans la même optique, nous revisiterons l'esplanade du Vieux-Château. Rappelez-vous là aussi, le maire du MP en 2001 s'élevant contre le trou fait sur l'esplanade. Qu'a-t-il fait en plus de 10 ans? Bon, il a quand même rebouché le trou, c'est pas mal. Mais, à la place, qu'est-ce qu'il a laissé? Un espace totalement désert, laissé à l'abandon aujourd'hui, sans aucun projet. Le château lui-même est vidé et n'a pas de projet de mise en valeur. Nous ne pouvons pas, à Montluçon, nous passer des atouts et des centres d'intérêt, comme je le disais au départ, et nous ne pouvons pas les laisser à l'abandon. Nous devons les utiliser pour les valoriser. Irriguer côté vieille ville, irriguer côté ville Gauzet. Le cœur diffuse. Côté ville Gauzet, nous réaménagerons la friche actuellement au pied du pont supérieur, en lien avec le nouveau centre-ville. Au bout de l'avenue de la République dont je vous ai parlé, nous aurons un nouveau parc urbain, à disposition des habitants des quartiers de Pierre-le-Roux, des Marais, de la Verrie, de Blanza, qui autour de chez eux, aujourd'hui, n'ont pas la possibilité d'accès à ce type d'aménagement. Nous mettrons enfin en relation le nouveau cœur de ville avec l'ensemble des quartiers et des communes de l'agglomération. Bien évidemment, la voie verte du Cher, mais en plus, nous aménagerons un certain nombre de voies ferrées abandonnées, je pense à celle des Vaux, à celle de Châteauroux, en voie verte pour les piétons et les vélos. Et nous ajouterons un dispositif de vélo à libre-service, comme dans toutes les villes, à Paris, Lyon, La Rochelle ou Clermont-Ferrand. Nous ferons la même chose. Enfin, le cœur il va rayonner plus loin. Au-delà de nos quartiers, nous devions mieux connecter notre ville aux autres. Et là, l'attractivité des nouveaux aménagements que je viens de vous décrire nous permettra. Mais il est indispensable aussi de repenser notre quartier-gare pour que notre cœur de ville batte au-delà des limites de Montluçon. La gare et ses abords doivent se transformer en pôle d'échange, interconnectés avec tous les modes de transport, ouverts sur la ville et embellis de la même façon que les autres projets urbains de notre programme. Pour finir, je voudrais souligner la cohérence de ce programme. Pour ma part, juste sur le point de l'aménagement de la ville. Notamment pour répondre à Daniel Duvéry, qui, avec une morgue qui lui est toute familière, qualifie ses adversaires politiques d'amateurs. Je vais vous donner quelques éléments et je vous laisserai juger de qui sont les amateurs. Nous avons fixé 4 priorités pour le futur mandat. L'emploi, Nicolas en a parlé, la jeunesse, l'harmonie sociale, l'embellissement de la ville. Quand on fait l'aménagement de la ville, on a gardé en tête ces 4 priorités. Pour l'embellissement de la ville, je pense que je n'ai pas besoin d'y revenir, l'ensemble des projets que je vous ai présentés concourent tous à cet objectif, en priorité l'aménagement du Cher. En face, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on a la coupe d'arbres la plus chère d'Europe. Tout ça pour avoir une belle vue de la mairie et du bureau du maire. On a aussi des bâtiments, sans aucune architecture particulière, et des friches publiques et privées laissées à l'abandon. Pour l'emploi et l'économie,
nous proposons des projets d'aménagement dont les marchés publics, comme vous l'a expliqué Nicolas, bénéficieront aux entreprises montluçonnaises. Et nous renforçons l'attractivité pour le tourisme, mais aussi pour le commerce, en recréant ce centre-ville qui va battre. Et en face, qu'est-ce qu'on a en proposition économique? Aucune, pour l'instant. La seule que j'ai vue, c'est le vice-président actuel à l'économie. Sur les réseaux sociaux, proposition économique de sa part, il donne son numéro de téléphone portable pour placer des jeunes dans des emplois. Franchement, j'ai pas peur de dire que nous sommes à la limite de l'achat de voix en une campagne électorale. Pour la jeunesse, sur notre programme, en plus de l'emploi, nous créons des nouveaux espaces publics que nous souhaitons voir s'approprier comme lieu de rencontre. En face, je crois que je vais chercher encore une seule proposition pour la jeunesse. Enfin, pour la cohésion et l'harmonie sociale, nous remettons du lien entre les quartiers. Nous pensons la ville comme une vraie personne vivante qui a besoin d'un cœur, d'artères et de relations pour mieux vivre ensemble. Comme le disait Victor Hugo, la rue, c'est le cordon ombilical qui relie l'individu à la société. Et en face, j'ai bien peur que le projet, lui, se contente d'ajouter une ou deux fontaines dangereuses pour les enfants et le plus souvent hors d'eau. Alors, je vous le dis à tous, oui, nous aimons cette ville, oui, nous allons la faire réussir et la faire aimer. Et je vous promets qu'à partir du 23 mars prochain, avec Frédéric, nous ferons battre vos cœurs et celui de votre ville. Je vais laisser la parole à Ingrid Convers. Ne tombez pas amoureuse, son cœur est déjà pris. Bonsoir à vous tous. Alors la culture, le sport, la famille, autant de sujets qui sont trop souvent en second plan. La priorité est l'emploi, on est tous d'accord sur ce point. Mais ce n'est pas suffisant pour avoir une vie dynamique, solidaire et où l'on aime vivre. Nous avons besoin, dans notre quotidien, de lieux et d'activités pour se retrouver et se rencontrer. Ce n'est pas un catalogue d'actions que la liste Montluçon Votre Ville vous propose. C'est un projet structurant qui repense le schéma solidaire de notre ville. Pour vous le présenter, je vais m'appuyer sur deux axes. Animer la ville, protéger et accompagner les Montluçonnais. Donc la culture doit être ouverte à tous pour permettre à chacun de s'épanouir, de s'ouvrir au monde et aux autres. Mais la culture, c'est aussi un moyen d'animer la ville, de contribuer à son rayonnement, de créer de l'activité économique et de l'emploi. Notre MUPOP, magnifique réalisation, doit devenir un véritable outil de développement culturel. La musique doit sortir de ses murs. Et pour ce faire, nous aménagerons des espaces de libre expression artistique dans les lieux publics, pour la pratique de la musique, mais aussi du street art. Cela contribuera à démocratiser la pratique artistique, favoriser la pratique amateur et à rendre la ville dynamique et vivante. Pour ce faire, on a pensé à un festival à 4 temps. On est la seconde ville d'Auvergne et on doit avoir de grands événements artistiques et culturels. On ne peut pas se contenter d'avoir un seul événement annuel. Et alors nous proposerons pour que chaque saison soit l'occasion d'un temps fort et participatif qui animera la ville et ses habitants tout au long de l'année. Et oui, j'ai bien dit participatif, c'est-à-dire je ne dis pas uniquement spectateur. Entendez bien que l'organisation même de ces événements permettra à la population de s'y impliquer. En automne, ce sera le festival Val de Cher. Nombreuses sont les villes traversées par une rivière à avoir un festival pour mettre en valeur l'eau, cet élément naturel. À Noël, ce seront les féeries de Noël. Il s'agit de proposer à la fois un programme d'animation attractif pour les habitants et de favoriser le commerce de proximité local. Au printemps, je tiens beaucoup, ce sera le retour de Carmentreau. C'est un temps fort de l'histoire montluçonnaise. Il se doit d'être retrouvé et de permettre aux associations,
aux enfants et à leurs parents d'être à nouveau acteurs de ce carnaval. Tout au long de l'été, ce sera le festival des musiques populaires. Pour les Montluçonnais et pour les touristes, la période estivale doit être dotée d'une programmation attractive et festive, qu'on s'amuse à Montluçon. Et bien entendu, l'offre culturelle et artistique sur le bassin ne se décrète pas dans un bureau de la mairie. Beaucoup de choses existent déjà, mais il convient de les fédérer, de rassembler tous les acteurs de la culture qui le souhaiteront, amateurs et professionnels, pour une programmation cohérente et complémentaire, et pour des productions communes nouvelles. Et comme la culture, c'est aussi un gisement d'emploi, nous créerons une pépinière d'entreprises culturelles et artistiques pour soutenir et valoriser les nombreuses troupes et artistes locaux. Nous les accompagnerons par un soutien au développement et une aide à la création et à la diffusion locale. On ne peut plus accepter que des acteurs montluçonnais jouent plus souvent à l'extérieur et n'aient jamais eu l'occasion de jouer à Montluçon. Le sport. Le sport, c'est certes la pratique sportive, mais ce sont avant tout des valeurs. Le sport est un vecteur d'intégration, de promotion sociale, un outil d'appartenance et d'identité, et pour les pratiquants et pour les spectateurs. La priorité sera donnée à la formation des jeunes Montluçonnais, ce qui n'exclut pas, bien sûr, l'appel à des joueurs chevronnés venus d'ailleurs pour encadrer les espoirs locaux. Nous maintiendrons le niveau de l'enveloppe financière consacrée au sport, mais avec des contrats d'objectifs et un suivi rigoureux de la situation financière des clubs subventionnés. Des moyens humains et financiers seront apportés pour aider les clubs à se structurer. Nous encouragerons la mise en place d'emplois d'avenir que nous cofinancerons si nécessaire. Et le partenariat avec l'Office Montluçonnais des Sports sera bien évidemment renforcé. Nous aménagerons pour les clubs les lieux nécessaires à leur pratique. Une salle pour les sports acrobatiques et les sports de combat, le boulodrome, des terrains d'entraînement supplémentaires et en particulier un synthétique pour le foot aux îlets, en concertation avec les utilisateurs. Et nous penserons également à ces équipements de manière à accueillir des compétitions nationales. Protéger et accompagner les Montluçonnais. À l'exception de la halte garderie de Font-Bouillant, les structures d'accueil des jeunes enfants se trouvent en centre-ville uniquement. C'est pourquoi nous créerons des micro-crèches et des maisons d'assistantes maternelles dans les quartiers, au plus près des besoins de la population. Nous permettrons par ailleurs un accompagnement particulier aux parents en situation de recherche d'emploi ou en parcours d'insertion professionnelle, par une prise en compte de leurs besoins, sur des périodes de stage, sur les délais notamment réduits pour la constitution de dossiers. Parce qu'on sait bien quand on est dans ce genre de situation que c'est l'urgence qui prédomine. On est appelé pour aller prendre un emploi dans 3 jours et qu'il faut qu'on puisse faire garder ses enfants rapidement. Et nous mettrons également en place des horaires adaptés aux situations particulières pour que la vie au quotidien soit plus facile. Pour renforcer le pouvoir d'achat des Montluçonnais, mais volontairement on l'a aussi traité dans le secteur social, c'est pas pour rien. Pour les locataires de Montluçon Habitat, nous procéderons à l'isolation thermique des logements pour une baisse des factures de chauffage. Et pour l'ensemble des Montluçonnais, nous mettrons en place une tarification écologique et solidaire de l'eau. L'objectif, c'est de réduire la facture d'eau de chaque foyer montluçonnais, tout en économisant cette ressource précieuse. Le principe de cette tarification, c'est 3 étapes. Les 75 premiers mètres cubes qui bénéficient d'un tarif réduit, voire très réduit pour les foyers les plus fragiles. L'eau consommée entre 75 et 200 mètres cubes restera au tarif actuel, et l'eau de confort au-delà de 200 mètres cubes sera un tarif majoré. Mais nous ne nous contenterons pas de distribuer des aides. Celles et ceux qui seront accompagnés devront pouvoir être acteurs de la vie de notre cité. En créant des espaces citoyens et solidaires dans les quartiers de la ville, avec les habitants, les associations et les salariés qui y travaillent, nous permettrons à la population de s'impliquer dans les actions, les décisions qui les concernent, et en particulier pour rendre la vie plus facile dans le quartier. Chacun d'entre nous est en mesure de pouvoir avoir une opinion et de pouvoir l'exprimer.
Nous proposons également la création d'habitats solidaires dans les logements sociaux. Chaque foyer locataire est indépendant, comme dans un immeuble classique, mais des parties communes spacieuses permettent aux locataires de se retrouver et de partager des repas entre eux ou avec des invités extérieurs. Par l'immeuble, ce sont différents publics. Ça peut être des familles, des jeunes, des personnes âgées dépendantes, et c'est la signature d'un contrat de solidarité. Chacun s'engage dans l'aide aux autres habitants de l'immeuble, en fonction de ses possibilités. Cela peut passer de l'aide aux devoirs à la préparation des repas, en passant par l'aide au ménage ou au petit bricolage. Alors certains s'étonneront peut-être de ne pas voir figurer dans notre programme l'habituel chapitre sur les personnes en situation de handicap. Mais c'est que tout simplement, nous ne voulons pas stigmatiser telle ou telle catégorie de la population. Mais chaque situation particulière sera en permanence au cœur de nos préoccupations, tant pour l'aménagement de la ville que dans l'accompagnement individuel. Ainsi, avec les moyens financiers et humains nécessaires, en garantissant la dignité des personnes et en donnant à tous les moyens de s'intégrer à la vie de notre ville, nous ferons de la valeur solidarité une réalité au quotidien.